Alors, donc moi, je remercie Christine tout d'abord et toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, bien sûr. J'ai vu passer des noms des personnes que je connais très bien. Je suis très content qu'ils soient là aujourd'hui. Aussi des anciens et des nouveaux et collaborateurs. Donc, je vais faire un petit coucou à tout le monde assez rapidement et on aura peut-être l'occasion de discuter pendant la présentation ou après la présentation, mais ça fait plaisir de présenter aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi tout particulièrement, je vais réduire ça parce que sinon on ne va pas se voir. Là. Je vais remercier aussi particulièrement le réseau des matériaux renouvelables pour l'opportunité fournie. Et c'est parti. Si vous ne comprenez pas quelque chose, arrêtez-moi. Si c'est pas clair, dites-le moi. Si vous n'entendez pas assez, dites-le moi. J'ai aucun problème avec des discussions pendant la présentation. La première question, il y a certains d'entre vous qui ont déjà la réponse. Et ça peut paraître peut-être un peu étrange là, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot plasma? Euh, j'ai essayé de faire ces slides pour représenter un peu ce que moi j'ai pensé du plasma la première fois que j'ai entendu parler du plasma. Donc, il y a des personnes dans la salle comme Nicolas, par exemple, qui va peut-être rigoler parce que je lui ai jamais dit ce que j'avais pensé la première fois que j'ai entendu parler du plasma. Mais j'ai entendu parler plasma, j'ai pensé tout de suite au plasma sanguin. Bon, je vous rassure, aujourd'hui, on ne va pas parler des plasmas sanguins. Je ne suis pas un biologiste et je suis vraiment, vraiment pas bon en biologie. Je suis vraiment pas bon en biologie. Et on peut des fois entendre parler des plasmas dans tout ce qui est science-fiction ou éventuellement dans d'autres domaines. Par exemple, moi, j'ai joué à Halo 3. Je crois que dans la salle, il y a d'autres personnes qui sont aussi des grands joueurs. Là. On a des plasma guns, par exemple. Je suis un geek de science-fiction, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans Star Wars, sur Star Trek, on parle de plasma tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'adore aussi la technologie. On entend parler de la fusion nucléaire, des réacteurs plasma. On a l'impression que le plasma, en fin de compte, il est vraiment très loin de nous et soit c'est associé à quelque chose de fantastique, science-fiction, soit on ne le voit jamais. Mais il faut comprendre que le plasma, c'est l'état de la matière le plus courant dans l'univers. Pour vous donner un exemple, c'est une fantastique nébuleuse, c'est la nébuleuse du crabe. C'est la formation en fait, c'est la suite en fait, d'une explosion d'une supernova qui est survenue en 1054. Il a été observé cette explosion par l'Empire chinois à l'époque. Et aujourd'hui, on peut l'observer. Et ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est que son diamètre, ça fait à peu près 11 années-lumière. Donc, c'est quand même pas mal. On peut se rendre compte qu'il y en a beaucoup, les plasmas dans l'univers. Et si on ne veut pas aller super loin, on veut un petit peu rester plus proche, ben, on a un soleil à côté de chez nous. Le soleil, c'est un état plasma. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des éruptions avec le soleil. Et lorsqu'on a une éruption, on a la formation d'un vent solaire. Ce vent solaire va interagir avec les champs magnétiques terrestres. Et là, vous allez dire, mais tu es en train de partir où? Ben, ça, c'est une autre manifestation plasma, c'est les aurores boréales. Les particules chargées du Soleil, lorsqu'ils vont interagir avec le champ magnétique, vont se concentrer autour des pôles. Là, il va y avoir des collisions. C'est un petit peu le schéma que je vous propose ici à droite. Les électrons qui vont collisionner avec des molécules vont former des molécules excitées et ces molécules excitées vont se désexciter en émettant de la lumière. Et ces désexcitations au niveau du pôle vont former ce que l'on connaît bien, ce sont les aurores boréales. Au Canada, on les a. Et tout récemment, on a eu la possibilité en fait de découvrir une nouvelle aurore boréale. Je vous pose ici la vidéo. Ça, c'était en Suède, en début d'année. C'est une aurore boréale appelée Finger Aurora à cause de sa forme. Et c'est un phénomène magnifique. C'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. C'est pas avec ça qu'on va faire des matériaux, mais c'est le même phénomène physique qu'on utilise pour faire les matériaux. Maintenant, si on regarde au niveau de l'atmosphère, on a aussi d'autres types de phénomènes plasma. Ici, je vous pose des images prises de l'espace sur des tempêtes. Donc, ce que vous voyez, la petite lumière que vous voyez, ce sont des foudres, car les foudres aussi, c'est un état naturel plasma. Donc, c'est ce qu'on appelle une décharge électrostatique, qui se forme à cause de différentes particules chargées qu'on retrouve
dans les nuages. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une différence de potentiel entre les nuages et la Terre. Et donc, il va y avoir une décharge qui s'est produite. Et cet état de la matière, c'est là encore un état ionisé, similaire au plasma. Et encore une fois, une petite vidéo. Non, ça, c'est une petite vidéo, c'est une petite photo pour représenter un petit peu cet état de la matière. Ça, c'est quelque chose de très fantastique. Si vous pouvez voyager au Venezuela, bien que ce n'est pas forcément le moment en ce moment, au niveau du lac Maracaibo, il y a ce qu'on appelle le Catatumbo Lighting. C'est un phénomène naturel qui intervient à peu près entre 140 et 160 nuits par an. Donc, c'est vraiment très long comme phénomène naturel, 10 heures par jour. Et on a la formation des foudres à peu près 280 fois par heure. Donc, c'est quand même assez magnifique et c'est tout à fait naturel. Maintenant, la problématique, c'est ce qui se passe quand on essaie de faire interagir la foudre avec du matériau cellulosique comme des arbres. Bah, ça peut faire des étincelles. Ça ne marche pas très bien là, à l'état naturel. On va un petit peu tout détruire. Ça, c'est parce que l'interaction entre cet état de la matière et la cellulose, bah, il est vraiment, vraiment énergétique. Donc, la question qu'on s'est posée, il y a plusieurs années, est-ce que c'est possible de reproduire ces phénomènes et pouvoir en fait en faire quelque chose? Donc, c'est là que on doit se poser la question comment c'est possible de reproduire ces phénomènes sur Terre. Et bon, les personnes vont peut-être rigoler, certaines dans la salle, mais c'est vraiment important. Ce que je veux proposer aujourd'hui, s'il vous plaît, ne le répétez pas à la maison, c'est dangereux. On travaille avec la haute tension. Donc, je déconseille toute personne à la salle, sauf Nicolas, et peut-être Alex et Olivier, de répéter ça à la maison. Mais fondamentalement, pour créer une état plasma, on va essayer de créer une enceinte fermée avec un gaz. Un gaz peut-être un gaz inerte, ça pourrait marcher bien. Et on va mettre des matériaux conducteurs, donc ce qu'on appelle des électrodes. On utilise une alimentation électrique haute voltage sur l'électrode pour faire quoi? Ben, finalement, accélérer les électrons et recréer l'état plasma qu'on avait auparavant, on avait vu auparavant avec l'aurore boréale. Donc, on utilise un champ électrique pour accélérer des électrons et les faire collisionner avec des molécules, exactement comme on avait pu le voir auparavant avec l'aurore boréale. Maintenant, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà tous vu, je pense. C'est une bulle plasma. C'est un produit commercial. Ça ne coûte pas très cher. Si vous voulez vous amuser avec, vous pouvez l'acheter à peu près partout. Et vous pouvez voir en fait qu'on retrouve cette situation filamentaire qu'on avait vue auparavant. Cette filamentation est très intéressante et il y a même des personnes qui ont travaillé dans la littérature sérieusement. Donc ça, c'est un papier qu'on peut retrouver dans la littérature où ils sont amusés à changer l'alimentation électrique, comme je disais, l'énergie qui permet d'accélérer les électrons pour changer les phénomènes de filamentation. Donc, ils ont étudié comment on pouvait contrôler ces phénomènes de filamentation pour faire de la science, quoi. La question que je vais poser, et vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez, surtout les personnes qui sont un petit peu moins à l'aise avec le terme plasma, c'est maintenant si on met un matériau cellulosique à l'intérieur d'un réacteur, d'une enceinte avec du plasma, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous laisse 10 secondes, pas plus. Là, si je vois popper quelque part des réponses, c'est bien. Sinon, vous pouvez même parler, il n'y a aucun problème. Si je n'entends pas des réponses d'ici 10 secondes, ben, je vais continuer la présentation, bien sûr. Voyons un peu. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on met un morceau de bois à l'intérieur d'un système plasma à la pression atmosphérique? Olivier, tu n'as pas le droit de répondre. OK, on est tous timides, c'est pas grave. Oh non, il y a plein de réponses, mais je ne les vois pas. On va essayer de regarder. Je peux te dire si tu veux. Il y a un il va attirer des filaments. Un dépôt de molécules à la surface. OK? En fait, juste de manière générale, si on travaille à la pression atmosphérique avec un plasma et on met un morceau de bois, ça va faire, voyons si j'arrive à changer la slide. Ouais, ça va faire ça. Donc ça a été effectué pendant mon PhD.
Je parle d'Olivier parce qu'Olivier, c'est un des ex-collègues, des super bons collègues que j'ai eu quand j'étais un PhD avec lequel j'ai travaillé pour la modification de bois par plasma. Donc ça, c'est un substrat Olivier, tu me diras si je me trompe là, mais je pense que c'est un substrat d'érable qui a été comme un contact dans une décharge qu'on appelle filamentaire. Et comme on pouvait un petit peu imaginer par rapport à la foudre de tout à l'heure, ben, finalement, on va détruire partiellement le substrat de bois. Donc, c'est une réaction qui est très énergétique. Donc, ça fait un article. On a un article, on ne parle sûrement pas que de ça, mais on parle aussi de la synthèse qu'il y a derrière. Et tout ça pour dire quoi? Pour présenter mon travail. Mon intérêt aujourd'hui dans la partie de recherche, c'est vraiment de contrôler l'interaction du plasma avec les matériaux cellulosiques. Et ça fait partie d'un plus gros projet que j'essaie de mener depuis quelques années désormais, qui est l'électrification des réactions chimiques à la pression atmosphérique pour des applications environnementales. Donc, j'essaie concrètement d'utiliser les plasmas à la pression atmosphérique pour faire des nouveaux matériaux ou des nouvelles applications environnementales pour trouver des solutions finalement. Ça, c'est tout bien, c'est tout beau. Maintenant, dans la présentation d'aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire, si j'y arrive, ça serait super, c'est vous expliquer comment on arrive à contrôler l'interaction du plasma avec les matériaux cellulosiques et surtout le pourquoi. Donc, c'est un peu l'objectif aujourd'hui, de manière assez vulgarisée, de finalement vous présenter le comment du pourquoi de ce travail de recherche. Pour répondre au comment, je vais commencer par vous présenter finalement le plasma et vous dire c'est quoi un plasma. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le plasma, c'est un état de la matière. Donc, il y en a 4. On a l'état solide que vous connaissez, liquide, gaz. Et lorsqu'on importe encore plus d'énergie, on va ioniser le gaz, on appelle. Donc, on va créer un état plasma. Un état qui est formé par des électrons, des neutres, des molécules qu'on appelle des métastables. Ce sont des molécules qui sont pas stables, pas complètement. Ils ont un petit peu d'énergie et peuvent rester avec cette petite énergie longtemps. On a des ions, on a des photons et on a aussi des radicaux. Donc, c'est un milieu qui est un milieu hautement énergétique et c'est là qu'on va l'utiliser pour faire des réactions intéressantes et faire de la science. Ce qui est intéressant, c'est que ces milieux hautement énergétiques peuvent être considérés comme un réservoir d'énergie. Et d'une manière générale, c'est un réservoir d'énergie lumineuse, c'est un réservoir d'énergie cinétique et un réservoir d'énergie chimique. Lumineuse parce qu'on a des photons, cinétique parce qu'on a plein de collisions entre plein d'espèces différentes, et chimique parce que si on introduit une molécule à l'intérieur, une molécule qui va réagir avec les électrons et les ions qui sont présents, on peut faire des matériaux. Donc, on peut créer une multitude de réactions chimiques et physiques. Et aujourd'hui, je vous présente ces 3 grosses catégories. Il y en a d'autres, mais ça serait trop longtemps de vous les présenter tous. Ce qu'on peut faire avec un plasma à la pression atmosphérique et avec un substrat, c'est activer sa surface, c'est-à-dire modifier les groupements fonctionnels chimiques à l'extrême surface de ce matériau. Par exemple, si on a un morceau de bois, comme est le cas ici, et on l'introduit dans un plasma, on est capable, par exemple, en mettant de l'azote ou d'autres types de molécules ou d'atomes à l'intérieur du gaz, de former des fonctionnalités amines, donc NH2, à la surface de notre morceau de bois. On peut aussi faire de la gravure en plasma. La gravure, c'est rien d'autre que enlever de la matière de la surface de notre matériau, de notre substrat. Et aussi, on peut synthétiser des matériaux, et c'est un peu le cas de ce que je vais présenter aujourd'hui très brièvement. Si on introduit des molécules à l'intérieur du plasma, on peut faire la synthèse des matériaux, et plus particulièrement, on peut aussi faire la synthèse de ce qu'on appelle des polymères plasma. C'est vraiment, on va recouvrir la surface de notre morceau de bois avec quelque chose. Donc, cet aspect-là, c'est intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que c'est complètement différent de la polymérisation classique qu'on peut souvent entendre et qu'on utilise souvent pour beaucoup d'applications. Donc, ici, je vous propose un petit peu, de façon très schématique là, une explication rapide de comment ça marche une polymérisation dans une situation classique chimique.
Beaucoup d'entre vous connaissent déjà tout ça, donc ça va faire une petite répète, là, c'est pas très grave. Là. Mais dans une polymérisation classique, on a des monomères. Par exemple, ici, j'ai pris des feuilles d'érable, parce qu'on est au Canada et parce que c'est un très beau arbre, surtout en automne. Donc, monomère 1, c'est une feuille d'érable rouge. Monomère 2, c'est une feuille d'érable vert. Et on peut aussi les mixer ensemble. Donc, finalement, ce qu'on va faire pour faire une polymère, c'est qu'on va prendre ces monomères, on va les faire réagir en phase liquide quand on travaille par une chimie classique. Et on va faire ça. On va prendre un morceau de bois et on va les coller, entre guillemets, un à côté de l'autre. On va répéter cet élément, le monomère, plusieurs fois pour créer une chaîne qu'on appelle polymère. Donc, si on utilise le monomère 1, ça va faire une chaîne de feuilles rouges. Avec le monomère 2, on va faire une chaîne de feuilles vertes. Naturellement, lorsqu'on va utiliser les deux, on peut faire ce qu'on appelle un copolymère. Donc, on va avoir des feuilles rouges et vertes mises ensemble. Par plasma, c'est légèrement différent. Par plasma, si on met la feuille rouge et verte ensemble, on est capable de former d'autres types de feuilles. Parce qu'on ne va pas répéter de manière classique ces deux monomères. On va refragmenter les espèces dans la phase plasma pour pouvoir avoir de nouveaux matériaux, de nouvelles fonctionnalités et composants chimiques qui vont se déposer sur la surface de notre substrat. Dans ce cas-là, le bois. Bien, maintenant, ce qui est intéressant, plus que ça, c'est qu'on peut même mettre des choses qui ne sont pas polymérisables du tout par une voie classique chimique et réussir à les polymériser. Ici, j'ai représenté un peu une tige d'une feuille qu'on peut imaginer qui n'est pas polymérisable, qui ne forme pas de polymères, mais dans un plasma, elle va former un polymère. Donc, on est capable de faire des réactions vraiment exotiques et c'est ça qui nous intéresse parce qu'on veut développer des nouveaux matériaux avec de nouvelles propriétés qui ne sont pas faisables et qui ne sont pas créables avec une voie classique chimique. Donc, au niveau des résultats, aujourd'hui, je vais aller un petit peu rapidement sur des premiers résultats qu'on a obtenus au cours des dernières années. Ces résultats ont été obtenus dans le cadre de plusieurs projets qu'on a eus. On a certaines personnes aujourd'hui qui sont présentes, qui ont participé activement à ces projets. Donc, je prends l'occasion pour les remercier d'avoir travaillé ensemble. Et on va aussi parler plutôt des substrats cellulosiques à base de papier et des fibres de cellulose, plutôt que des substrats de bois. C'était plus facile pour moi de présenter ça aujourd'hui. Donc ici, vous avez une image de microscopie d'une fibre de cellulose. Vous pouvez voir que c'est un substrat qui est poreux. Lorsqu'on va faire un zoom sur une des fibres, on se rend compte qu'il y a une microstructure. On a aussi ce qu'on appelle des microfibrilles à la surface. Donc c'est une surface qui est très complexe. Très complexe parce qu'elle est variée avec une morphologie très différente par endroits. Et on a essayé de la couvrir par un polymère plasma. Donc ça, c'est le résultat qu'on a obtenu. Donc là, vous avez une image de microscopie des fibres de papier qui ont été obtenues après polymérisation d'une molécule par voie plasma. Donc vous voyez, on a réussi à recouvrir tous les fibres. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'image à droite qui montre le morceau de papier, disons, avec le traitement plasma. Mais on se rend compte finalement que déjà, on ne voit pas grand-chose. Mais parce que la couche qu'on a utilisée pour couvrir les fibres est très, 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 très fine. On part de l'ordre de quelques nanomètres jusqu'à quelques centaines de nanomètres. Et en plus, on se rend compte que bien qu'auparavant, je vous avais montré un morceau de bois avec plein de défauts, ben, on est capable de contrôler la réaction plasma à la pression atmosphérique pour éviter de détruire le substrat. Donc, dans ces cas-là, vous voyez, on ne voit pas des brûlures, on ne voit pas des destructions de notre substrat. Donc, on est capable de contrôler les réactions chimiques et physiques. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que par endroit, on a, sur les fibres, on a des croissances des couches, donc de la croissance des matériaux qu'on développe, de la synthèse du matériau qui s'est fait différemment. Donc, on a une réactivité chimique qui peut se faire de manière différente par endroit selon la morphologie ou la chimie de notre substrat. Donc, mode de croissance qui est complexe. Et voilà, moi je vous présente ici un peu un des premiers résultats qu'on a obtenus au cours des années. Ce qu'on est capable de faire, c'est par exemple, on est capable de moduler l'affinité chimique de la surface. Donc, je vais repasser un petit peu la vidéo si j'essaie. Voilà.
Vous avez ici 3 traitements. En fait, le premier à gauche, c'est un substrat non traité. Vous avez vu la goutte qui pénétrait super rapidement sous le substrat de papier. Le traitement au centre qui absorbait en fait finalement la goutte, qui c'est une goutte d'eau dans ce cas-là, un peu plus lentement. Et à la droite, vous voyez en fait finalement que la goutte n'a jamais pénétré à l'intérieur du substrat. Donc, on est capable de moduler l'affinité chimique du substrat, donc dans ce cas le papier, avec différents liquides. Donc ça a permis de publier des articles et de faire de belles séances et faire des beaux projets avec plusieurs personnes. Un autre résultat qu'on a obtenu au cours des 2 dernières années, encore une fois, ça c'est en collaboration avec pas mal de mes collègues. Ici, on a modifié ce qu'on appelle des mousses cellulosiques. Et on peut voir par ces 2 images ici que lorsqu'on dépose une goutte d'eau ou une goutte de kérosène, ces 2 gouttes sont absorbées très rapidement par la mousse et vont disparaître après 140 millisecondes. Mais maintenant, après un traitement de plasma, ce qu'on a réussi à montrer, c'est qu'on pouvait faire de l'absorption sélective. Donc finalement, on était capable de ne pas absorber la goutte d'eau, mais absorber la goutte de kérosène. Ce sont des applications qui sont très intéressantes, par exemple, pour la séparation des liquides comme des huiles ou en cas de déversement, par exemple, de pétrole dans la mer. Et on a aussi étudié ce genre de stabilité, parce que c'est très intéressant tout ça, mais est-ce que c'est réellement stable? On imagine, on a recouvert une surface de fibres avec une couche très, 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 très fine, de quelques nanomètres ou quelques centaines de nanomètres. Est-ce que c'est stable? Vous avez ici sur votre gauche moi-même qui, avec une règle, essaye de plonger un morceau de papier traité à l'intérieur d'une bassine avec de l'eau. Premièrement, j'ai du mal. Vous ne le voyez pas forcément, mais j'ai passé plusieurs minutes à essayer de réussir à la plonger parce qu'il y a le morceau de papier qui va repeller, donc n'a pas une bonne affinité avec l'eau. Et donc finalement, c'est presque impossible de l'immerger dans l'eau. Donc au bout d'un moment, on arrive à l'immerger un peu dans l'eau. Et vous voyez assez clairement la zone qui est traitée par plasma, c'est la zone blanche qui reste blanche parce que tout autour, la zone un peu grise, c'est la zone qui n'était pas traitée par plasma. Et là, l'eau, en fait, elle pénètre, elle est absorbée par la fibre cellulosique. Donc, on a quand même une certaine stabilité et résistance, mais on allait un petit peu plus loin. On a essayé de regarder si cette résistance des papiers traités, en fait, c'était assez stable. On a regardé différents vieillissements effectués à différentes températures, avec différentes agitations et différents temps. Et même après 3 heures à 60 degrés Celsius, on se rend compte que finalement l'angle de contact, c'est-à-dire l'interaction de la goutte d'eau avec la surface, ne change pas vraiment. Donc, pour ceux qui savent, ici, la valeur d'angle de contact montre qu'on a une surface qui est hydrophobe, donc qui répelle l'eau, et on voit que la valeur elle reste toujours entre 130 et 145 degrés, et il n'y a pas d'absorption. Ce sont le point rouge, en fait, on voit que l'absorption, elle est toujours haute, là, et on n'a pas d'absorption. On a aussi essayé de regarder si ce type de traitement était intéressant pour toute application de le packaging. Et donc, on a regardé en particulier ce qu'on appelle le VWTR, qui est le ratio de transmission de la vapeur d'eau. Et on s'est rendu compte qu'on était capable de diminuer de 21%, selon le type de traitement, la transmission de vapeur d'eau à travers ces substrats traités. Donc, c'est certain qu'on est très loin des limites qui sont normalement requises pour du packaging de haute qualité parce que normalement, on travaille avec des polymères et des matériaux qui sont beaucoup plus résistants à la transmission de la vapeur. Mais pour des applications plutôt dans l'alimentaire, typiquement, ce genre de valeurs sont déjà acceptables et on peut imaginer des choses très intéressantes dans ce domaine. Donc là, je suis presque peut-être arrivé à la fin de ma présentation, en fait. Donc, j'espère que j'ai pris le temps qu'il fallait. Je ne suis pas allé trop vite ou trop lentement, donc je n'ai pas regardé mon horaire. Mais en tout cas, la dernière question, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi on le fait? Pourquoi je le fais? Pourquoi on le ferait? Il y a 3 grandes motivations. La première, c'est une motivation environnementale. La cellulose et les matériaux biosourcés c'est une ressource renouvelable qui est largement distribuée. Elle est à 100% dégradable et biocompatible.
Et le plasma, c'est un procédé qui est un procédé de synthèse qui est plutôt durable parce que n'utilise pas de solvants ni des systèmes ni des catalyseurs. Donc, on arrive à faire des matériaux qui ont un impact, du moins d'un point de vue du process, qui est moindre. C'est certain qu'on ne pourra pas faire des matériaux de manière égale à celle qu'on peut faire par voie chimique, mais on va être complémentaires. On va fournir en fait des propriétés qui sont complémentaires à les approches chimiques. Après, il y a une motivation de recherche, bien sûr, qui est la principale que je peux décrire aujourd'hui, c'est celle de développer des nouveaux matériaux, une nouvelle gamme de matériaux pour des applications dans la cellulose et dans les matériaux cellulosiques. On peut imaginer par exemple de la résistance à l'humidité, au feu ou aux agents UV. Et après, il y a aussi une motivation économique, bien sûr, parce qu'on est quand même dans une économie, on est au Canada. L'industrie forestière et pâte et papier, c'est une industrie importante. On parle de 19,8 milliards de dollars par an qui sont quand même mis dans cette économie, produits dans cette économie, et à peu près 1 million d'emplois. Et on est capable, en fait, de développer encore plus cette économie avec des matériaux plus verts et des matériaux avec des propriétés encore plus intéressantes d'un point de vue technologique. Donc voici, aujourd'hui, j'ai un peu terminé ma présentation. J'espère que je vous ai donné le goût d'en savoir plus parce que c'était un peu le but de cette présentation d'aujourd'hui. Pour les personnes qui connaissaient déjà mon travail, merci d'être quand même venus. Et voilà, c'était comment la foudre danse avec les arbres. J'espère que vous avez un peu compris qu'est-ce qu'on peut faire avec les plasmas. Et c'est surtout pour aller vers l'innovation de nouveaux matériaux, nouveaux produits biosourcés, technologiques et durables.